je vais m'exprimer en français et mon premier mot sera merci. Merci de m'avoir invité, merci pour toutes ces choses tout à fait passionnantes que j'ai entendues depuis 2 jours. Ça va? Oui, voilà. Nous avons entendu beaucoup de communications qui soulignent à quel point le regard sur les enfants et le regard sur l'avenir de notre planète sont liés. Mais j'aimerais suggérer que l'acte éducatif lui-même, à la fois par sa visée et puis par la relation qu'il établit entre les générations, est en lui-même un développement durable, une énergie renouvelable et un commerce équitable. Je ne peux pas le faire en scientifique, je ne suis pas scientifique, je vais essayer de le faire en éducatrice et en philosophe et en m'appuyant en particulier sur la pensée de Paul Ricoeur, qui était un ami de votre académie et que j'ai eu le privilège de connaître un peu sa pensée et sa personne. Alors que nos sociétés, qui sont marquées par la rationalisation technique et informatique, s'intéressent surtout au quoi des objectifs et au comment des procédures, Paul Ricoeur n'a cessé de poser la question « qui » ? Qui agit? Qui est responsable? Qui voulons-nous former comme éducateurs? Donc, je vais prendre 3 points. D'abord, l'éducation comme forage d'énergie renouvelable. Dès les années 50, le père Teilhard de Chardin alertait l'humanité en disant que l'énergie humaine est la plus précieuse de toutes les énergies. Chaque génération nouvelle apporte avec elle un potentiel d'énergie créatrice, aussi inépuisable que le don de la vie. Et il ne s'agit pas là d'énergie fossile cachée dans le passé de la Terre, mais il s'agit des enfants et des jeunes qui sont debout devant cet avenir de la Terre et dont chacun a une parole à dire qui n'est qu'à lui et une vocation qui est une pensée de Dieu. Ces énergies nouvelles peuvent être gaspillées, perdues. C'est Mozart qu'on assassine chaque fois qu'un enfant ne rencontre pas l'éducation qui l'aiderait à grandir. Le risque n'est donc pas ici d'épuiser ces énergies. Le risque, c'est de les laisser inemployées et même parfois ignorées de leurs propres dépositaires. Paul Ricoeur a souligné qu'on ne peut accéder à sa propre identité que par la médiation d'une culture. Et par là, il donnait à l'éducation sa responsabilité primordiale. Mais il soulignait aussi à quel point elle œuvre à contre-courant dans notre monde de l'immédiateté et du manipulable, car on ne peut pas utiliser de façon simplement fonctionnelle le jaillissement d'énergie de chaque jeune, et on ne peut pas non plus agir dans l'instant. Tout enseignement, et ça a été beaucoup dit par beaucoup d'entre vous, tout enseignement impose des délais et suppose la mise en œuvre de médiation. Médiation entre l'enfant et le monde, par exemple la science, médiation entre ses émotions immédiates et sa vie profonde, par exemple l'éthique, entre ses impulsions de l'instant et son plus réel désir. Que serions-nous du monde sans la littérature? Que serions-nous du monde sans la science? Que serions-nous de l'âme humaine si elle ne se rendait perceptible dans l'art et dans la foi? Et telle est la mission de l'école. Les grandes œuvres d'humanité auxquelles elle donne voix et accès à travers toutes les disciplines sont comme un gisement d'énergie fossile puisqu'elles viennent du passé, mais d'énergie indéfiniment renouvelable. Je vois un beau symbole de ces gisements féconds dans l'œuvre de Rembrandt que vous avez en face de vous, Aristote contemplant le buste d'Homère. Homère est mort depuis longtemps, lorsqu'Aristote a élaboré son œuvre philosophique. De même, Aristote était mort depuis longtemps quand Rembrandt a peint ce tableau. Et de même, Rembrandt est mort depuis longtemps lorsque nous le contemplons aujourd'hui.
Mais de siècle en siècle, l'énergie de beauté et de vérité cachée dans cette œuvre continue d'agir aujourd'hui. Qui épuisera une page de Sophocle ou de Lao Tse, une sonate de Bach, l'intuition d'un Galilée ou d'un Einstein? Qui dira quelles énergies nouvelles, imprévisibles, leur rencontre peut faire surgir dans l'esprit d'un jeune? Qui mesurera le scandale que tant de jeunes en soient privés? De ce surcroît de vitalité qui entretient à la fois l'estime de soi et le goût de la vie, l'éducateur est le sourcier. Deuxième point, l'éducation est aussi un commerce équitable. Nous n'avons pas un patrimoine simplement à préserver, mais plutôt, je dirais, des semences à jeter un peu dans tous les sens vers les nouvelles générations, dans ce monde globalisé où les cultures sont toutes affrontées au danger de se diluer, mais toutes aussi et surtout invitées au beau risque du dialogue. Nous n'entrerons dans ce grand débat de chacune avec toutes qu'avec toute notre mémoire, écrivait Paul Ricoeur. Le monde technologique est un monde sans mémoire, parce que les inventions du présent rendent obsolètes les précédentes. Mais les éducateurs, eux, doivent se rendre inlassablement contemporains des plus anciennes conquêtes techniques de l'humanité. Lire, écrire, compter, raisonner, mesurer. Et c'est comme cela que ce lointain passé peut venir se greffer sur cet avenir tout neuf des enfants. Cela constitue le pacte implicite entre les générations. L'anglais, c'est sa richesse, distingue entre trade et exchange selon qu'il s'agit d'échanger des choses ou d'échanger des mots, des idées, des sentiments dans une rencontre interpersonnelle. Mais la langue française classique, peut-être par pauvreté, peut-être par richesse, parle dans les deux cas de commerce, comme si l'un n'allait pas sans l'autre. Et comme si l'échange des biens supposait l'échange des mots, et l'échange des mots, le souci de leur juste poids. Ainsi, l'éducation est bien un commerce, puisqu'elle ne cesse de mettre à la disposition des générations nouvelles à la fois les mots et les choses des générations antérieures. Mais en quoi ce commerce peut-il être dit équitable? Le vieil Aristote voyait dans l'équité le correctif nécessaire de la justice. En effet, la loi ne peut traiter que les cas généraux et ne peut jamais rejoindre tout à fait les situations particulières. Et c'est là qu'intervient l'équité, un peu comme cette règle de plomb souple qu'utilisaient les bâtisseurs du temple de Lesbos. Ils soulignaient que l'homme équitable ne s'en tient jamais rigoureusement à ses propres droits, mais a toujours tendance à prendre un peu moins que ce qui lui est dû. Il y a là peut-être une belle métaphore de la relation éducative en tant qu'elle constitue un pacte entre les générations. Notre responsabilité pour l'avenir se joue d'abord dans le champ éducatif. Et elle a cette originalité de porter sur ce qui n'est pas encore. Comment un éducateur pourrait-il réclamer son dû à une humanité qui est encore simplement en promesse? Il a donc mission non seulement de prendre moins que son dû, comme disait Aristote, mais même, et peut-être surtout, de donner plus qu'il ne lui est demandé. Cette générosité conteste la logique abstraite du donnant-donnant et remet à sa juste place anthropologique, qui est seconde, l'économie marchande, au bénéfice d'une cascade de libéralité qui va de l'adulte vers l'enfant, de ce qui est déjà vers ce qui sera demain. Mais l'équité intervient aussi dans le concret de la relation éducative. Ni les cadres institutionnels qui balisent l'enseignement, programmes, règlements, déontologie professionnelle,
ne peuvent épouser ni épuiser complètement la singularité concrète de la relation enseignante, car elle va toujours de personne à personne, d'esprit à esprit, même devant une classe très nombreuse, de sorte que, comme l'écrit encore Paul Ricoeur, je cite, « c'est une véritable vie en commun qui naît autour de la communication du savoir, une vie qui a ses règles, son esprit et son cœur, et où l'homme tout entier s'exerce. » Fin de citation. Cette vie en commun est réglée par la parole. C'est certain, la relation éducative est une relation dissymétrique, avec tous les risques de domination, de séduction ou de violence qui peuvent être liés à cette dissymétrie. Mais l'exercice de la parole vient sans cesse corriger cette dissymétrie. Je cite à nouveau Paul Ricoeur. « Qu'est-ce que je fais quand j'enseigne ? Je parle. Je n'ai pas d'autre gagne-pain, je n'ai pas d'autre dignité, je n'ai pas d'autre manière de transformer le monde et je n'ai pas d'autre influence sur le monde. La parole est mon travail, la parole est mon royaume. » Et l'enfant n'est pas introduit dans ce royaume comme un esclave, mais comme un interlocuteur, au point que tout véritable enseignement lui donne le droit d'user en homme libre des paroles et des savoirs qu'il a reçus. « Aide-moi à le faire tout seul », disait un enfant à son maître. Si cette magnifique visée venait à manquer, on retomberait uniquement dans les conditionnements animaux. Et là aussi, j'aimerais évoquer à nouveau ce vis-à-vis silencieux du tableau de Rembrandt entre le philosophe et le poète. Dans ce dialogue muet, où entre beaucoup de tendresse, beaucoup de respect, beaucoup de sollicitude, on ne sait plus très bien qui est le maître et qui est l'élève. Vous pouvez peut-être remettre le tableau, si vous le voulez bien. Merci. Dernier point, l'éducation comme développement durable. Ce défi du développement durable n'est pas seulement un défi pour l'éducation. Je crois qu'il est le défi de l'éducation elle-même, un défi qu'elle ne cesse de lancer à nos sociétés qui bien souvent sont soucieuses des moyens, mais oublieuses des fins, attentives aux flux financiers, mais souvent bien indifférentes aux flux humains qui chassent hors de leur sol les gens à cause de la misère ou de la violence. Un éducateur ne peut pas prendre son parti de ce renversement des finalités et des priorités, car il ne cherche pas à développer des ressources, il cherche à ouvrir des sources. Il n'agit pas pour de l'argent, mais pour ce sans prix qu'est une vie humaine sensée. Il n'agit pas pour le présent, ni même pour le court terme, mais pour un avenir qui porte plus loin que lui et en avant de lui. L'avenir d'un autre, l'avenir de tous les autres. Et dans notre monde où les libertés sont de plus en plus sollicitées par des choix collectifs qui élargissent considérablement notre champ de responsabilité dans l'espace comme dans le temps, l'accompagnement de la liberté singulière de chaque enfant, de chaque jeune, est la seule priorité qui ouvre réellement à un développement durable. Elle a pour tâche difficile de dessiner aux yeux des jeunes l'horizon des fins dignes de l'homme, c'est-à-dire en réalité plus hautes que l'homme, ces fins qui ont un goût d'éternité comme le sont la beauté et la vérité. Ici encore, Paul Ricoeur est un précieux recours pour les éducateurs. En effet, il a développé, je cite, une phénoménologie de l'homme capable, qui est capable, me semble-t-il, de donner au défi de l'éducation une solide assise anthropologique. L'homme capable, c'est celui, surtout, dont l'être propre ne se décline pas d'abord en termes d'identité close, ce qui le figerait dans l'immobilisme d'un destin, mais en termes de responsabilité, d'attestation, de promesse
et de fidélité. Et c'est cela qui va donner à ces choix une véritable durée, un développement durable. Or, aucune de ces capacités n'est innée. Elles sont toutes à la fois la matière et la manière, le propos et la visée de l'acte éducatif. Et celui qui, bien souvent à tâtons, s'efforce de configurer un peu sa pratique d'éducateur à ces visées-là, ne sait pas et ne saura sans doute jamais quel développement durable d'humanité il a ainsi amorcé. Homère, l'homme capable d'écrire le récit de l'Iliade et celui de l'Odyssée, ne savait pas et ne pouvait pas savoir quel chemin de vie et de création continuée ces œuvres allaient tracer dans la conscience des hommes. Bien au-delà d'Aristote, le buste de pierre, immobile et aveugle du vieil Aède grec, n'a pas fini de développer dans la durée ses promesses d'humanité. Je voudrais conclure, et j'aimerais le faire en évoquant ma propre vocation de femme consacrée qui a pour mission la formation de jeunes. Je ne peux pas réfléchir à l'éducation sans recourir à la grâce de cette vie consacrée. Elle m'a appris à puiser, sans crainte ni risque de l'épuiser, dans cette source d'énergie toujours disponible qu'est l'Esprit Saint de Dieu, lui que le livre biblique de la sagesse appelle d'un titre magnifique « l'Esprit Saint de l'éducation ». Elle m'a appris aussi qu'il suffit de creuser un peu, avec respect, amour, dans l'homme créé à l'image de Dieu, pour pressentir en lui ces eaux vives promises par le Christ et peut-être même l'aider à en désembourber la source, car le puits est profond. J'ai aussi découvert un peu que le commerce équitable, instauré par la relation éducative, se nourrit de l'esprit de service et de cette générosité à laquelle ne cesse d'appeler l'Évangile, et que ce commerce équitable, pour être équitable, doit toujours se tourner avec prédilection vers les plus fragiles et les plus exposés des enfants. Je puise là ma certitude que l'éducation d'un enfant ne le développe pas seulement pour la durée du temps et pour le service de l'humanité, ce qui est déjà immense, mais prépare aussi un peu le pour toujours de sa vocation éternelle. Aux yeux d'un chrétien, nous le savons, l'enfant est le plus parlant et le plus fragile des signes du royaume, et déjà peut-être l'anticipation au milieu de nous de ce royaume. Je vous remercie.